Alors je dois vous avouer que je savais pas du tout comment est-ce que je devais commencer cette vidéo. Soit il y avait l'option 1 en mode tout à fait sérieux et tout à fait calme, en mode le 1er novembre 1954, une terrible guerre éclate en colonie algérienne. L'Algérie en a marre d'être oppressée par la France et soumise à leur colonisation. Du coup ils décident de se rebeller en balançant des attentats le jour précis de la Toussaint. Et ainsi se lança une grande guerre qui sera un grand massacre pour l'Algérie, ce que la France essaie de cacher chaque jour alors que tout le monde se souvient les gars, arrêtez de faire semblant. Quel rapport avec cette vidéo? Eh bien c'est très simple, comme vous pouvez le voir, Joker est en vert, avec les cheveux verts évidemment, il a le visage complètement blanc, avec les lèvres en rouge, exactement comme le drapeau de l'Algérie. Et comme le Joker de nos jours c'est le symbole du soulèvement du peuple contre un pays qui l'oppresse, eh bien j'ai décidé que moi aussi j'allais devoir me relever contre un peuple qui menace de dire que ce film est le pire film de tous les temps. Ce à quoi je réponds par un factuel non et décide de lancer une révolution et un attentat pour prouver à quel point ces derniers sont torts. Et sinon t'avais la deuxième intro qui était celle-là. Retrouvez la toute nouvelle après-séance sur Joker Folia 2 avec Joker qui réveille le goût. C'est le fruit. J'ai acheté ce jus, ouais, juste pour faire cette blague, hein, et aussi pour le clin d'œil de la première après-séance au cas où, mais bon, voilà, c'est... Bonsoir, bonjour, c'est Satire, et au monde, c'est Satire. Ça s'appelle du cash. Aïe, ah, y a un problème là. Oui, c'est vrai, j'en rajoute comme quoi, ouais, je suis pas content parce que je voulais ci, ça, machin, nanana. Pourquoi tu es con? Je te pose la question. Et donc bonsoir et bonjour tout le monde, c'est Red Satire et aujourd'hui, grosse vidéo, plutôt grosse après-séance et... On n'avait pas dit c'était fini l'été parce que là j'en ai marre de suer là. Aujourd'hui l'après-séance porte sur Joker Folia 2. Ouais, je sais que j'ai tardé, ça fait presque un mois que le film est sorti et j'aurais peut-être pu en parler plus tôt, mais malheureusement, bon, j'ai eu pas mal de petites occupations entre temps. Et si vous vous souvenez, en début d'année, j'en avais déjà parlé comme quoi c'était le deuxième film que j'attendais le plus cette année. Et c'était encore le cas aujourd'hui, jusqu'à ce que je le vois, puisque maintenant, bah, j'attends plus ce film, vu qu'il est arrivé maintenant et que je l'ai enfin vu. Mais déjà, faut qu'on se pose la question du comment est-ce que ce film a-t-il existé? Et ben, en fait, disons que c'est très simple, il faut remonter 5 ans en arrière. Vous vous souvenez de mon appréciation sur Joker? Eh bien dites-vous qu'à cette époque-là, eh ben, les gens ont surkiffé le film et j'en étais le premier d'ailleurs. Ce film est l'un des meilleurs films de l'année, même encore aujourd'hui. Très bon film, voire même excellent film. Dites-vous que ce film a tellement été acclamé par la presse et par le public qu'il a été, bon, proclamé par beaucoup comme l'un des meilleurs films de l'année 2019, mais a été tellement propulsé haut qu'il a atteint le milliard de dollars au box-office mondial. Et c'est le tout premier film R-rated à avoir accompli cet exploit. Bon, il se fera rattraper bien sûr par Deadpool et Wolverine qui l'aura largement dépassé, mais de toute façon ce film est frauduleux, on va pas en parler aujourd'hui. Et pour ceux qui se demandent exactement ce que c'est que la classification R-rated, et c'est l'équivalent du interdit au moins de 16 ans en Amérique, qui est transformé en France en interdit au moins de 12 ans. Sous ce coup-là, Warner il se dit, oh là là, mais ce film-là il a percé, il faut à tout prix qu'on en fasse une suite parce que bon, c'est bien connu les gars, dès qu'un film a autant de succès que ça, évidemment qu'il faut lui donner une suite, je veux dire c'est totalement obligatoire, c'est normal. Sauf que Todd Phillips, il a bien avoué que le gars ne voulait absolument pas de suite à ce sujet, il voulait pas de suite à ce film, il voulait pas que ça arrive. Bref, le gars il disait qu'il en avait fini avec Joker. Et Joaquin Phoenix était plus ou moins de cet avis, puisque le gars a dit que s'il faut faire une suite, il faut au moins que ça ait un minimum d'intérêt. Et sur ce point-là, comment est-ce qu'on peut ne pas le contredire de toute façon? Et là, Todd Phillips se dit qu'il avait une bonne idée. Et si on faisait un film Joker en mode comédie musicale? Donc là, on se dit, pourquoi pas? Les gars, vous avez bien entendu ce que je viens de dire. Notez-le dans vos agendas ou quoi que ce soit. Enfin, notez-le quelque part. On y vient après. Bon, suite à cela, Joaquin Phoenix accepte. On prend même Lady Gaga, qui d'ailleurs en termes de métier est une chanteuse. Enfin, je suppose, faut que j'aille faire ses recherches. Et le film est donc annoncé pour au moins 2022 ou 2023. Bon, spoiler alert, il sortira en 2024 dû à la grève des scénaristes. Mais voilà, du coup, le film Joker 2 est annoncé. Et moi, quand j'apprends ça, je suis en mode pourquoi pas, mais en même temps, non, je suis pas chaud pour. Parce que soyons honnêtes, les gars, le film se suffisait à lui-même, il racontait suffisamment de choses pour qu'on puisse ne pas s'embrouiller, et il n'a absolument pas besoin d'une suite. Quoique, on peut se poser des questions pour la suite. Donc, du coup, pourquoi en faire une suite? Et je veux dire, qu'est-ce qu'il vous raconter avec la suite? Est-ce qu'il vous raconter Joker qui va rencontrer Batman, ou bien Joker qui va s'intégrer à l'univers de Matrix, vu qu'en plus de ça, il prépare The Batman 2 qui a enfin terminé son scénario, et tant mieux d'ailleurs. Mais après, d'un côté, ça pouvait avoir du bon, parce qu'il y a plein de films qui nécessitent absolument pas de suite. Je veux dire, le premier Terminator en est un parfait exemple. Pareil pour le premier Star Wars, le premier Spider-Man n'en parle même pas. Pourtant, ces trois films-là ont eu droit à des suites qui se sont révélées d'ailleurs meilleures que l'original. Donc si c'est fait pour faire exactement la même chose avec le premier Joker, avec Joker 2 notamment, qui s'appelle d'ailleurs Folia 2, et je me dis...
pourquoi pas? Je me dis, ça peut peut-être donner du bon. Une première bande-annonce est montrée et je suis plus hypé que jamais. Enfin, plus hypé. Non, ma hype n'est pas remontée, voire même descendue. C'est juste que les films qu'on attendus cette année, bon, soit c'était pas du ouf, soit c'était du pas terrible, ou soit... Bon, on attend toujours pour la plupart, hein, et encore, je sais pas ce qu'on attend quoi que ce soit. Ou alors d'autres, bah ils attendent juste que je les vois, mais c'est juste que... Bah... On parlera de ça en fin de vidéo, les gars, vous pouvez me permettre. Et quand tu vois un film comme ça, tu peux dire, bon, ce film va avoir du succès, il va être apprécié par le public, et même s'il sera mauvais, bon, il sera pas aussi mauvais que ça. Je veux dire, comment est-ce que ce film-là peut se faire aussi critiquer que ça? Je veux dire, qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Quoi? Comment ça, D+, et... Attends, qu'est-ce que c'est que ces notes hallucinées? Ne me dis pas qu'elles sont truquées, là. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Déjà, qu'est-ce que c'est que ce budget? Mais surtout, qu'est-ce que c'est que ce box-office, putain? Le film sera tellement un flop qu'il sera disponible dans les plateformes de streaming le 21 octobre. De cette année, je précise, hein, pas de l'année prochaine. Mais ouais les gars, vous n'avez absolument pas rêvé. Ce que vous venez de voir, c'est vraiment les vraies notes qui ont été données à ce Joker 2. Je ne plaisante pas pour ceux qui se posent la question. Et pour ceux qui se posent la question, bon, c'est pas grave, je suis sûr que les critiques YouTube, eux, sauront défendre ce film, puisque après tout, il doit être super. Je veux dire, comment est-ce que ce film peut être aussi mauvais? Bon, j'ai vu mes maîtres youtubeurs et tous sont déçus. Pas plus que les fans que je viens de vous citer tout à l'heure, mais voilà, ils sont juste déçus, hein, pas presque dégoûtés en fait que le film soit aussi mauvais, pas plus mauvais que ce qu'ils ont vu, hein, parce que je les connais pour la plupart, mais voilà, certains sont extrêmement déçus. Et moi face à ça, je me dis, c'est pas possible. Non, non, non. Je veux voir ce film pour savoir vraiment ce qu'est ce film. J'ai envie de savoir exactement. Je peux pas accepter le fait que le film soit aussi mauvais pour la plupart. C'est pas possible. Mais avant ça, il faut qu'on prenne les critiques, voir si elles sont légitimes ou pas et s'ils ont des raisons de se plaindre. Alors déjà, les critiques les plus stupides qu'on peut entendre, bien sûr, je pense que celle-là, vous l'avez vu passer, c'est que ce film est une comédie musicale. Je vous jure, on a vraiment critiqué ce film pour ça, sous prétexte que c'est une comédie musicale. Oh là là, les filles, je suis allée voir Joker 2, qu'est-ce que c'est nul. Oh là 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 là, ils en ont fait une comédie musicale, mais qu'est-ce que je suis choquée. Waouh, mais comment c'était nul le film. Oh là 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 là. Alors que derrière, ça va être exactement le même genre de meufs qui vont acclamer la Reine des Neiges remplie à ras-bord de chansons pendant presque toutes les 5-10 minutes à coup de... Libéré, délivré, je ne mentirai plus jamais. Et puis surtout les gars, n'oubliez pas que ce genre de critique, vous pouvez les reprocher à absolument tous les films existants que vous regardez, et même à tous les genres. Du genre par exemple, oh putain, mais Dragon Ball comment c'est nul, c'est de l'animation, et que du combat. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est nul Dragon Ball, on n'a jamais vu ça. Waouh, j'ai jamais vu quelque chose d'aussi nul, waouh. Oh mon dieu, mais Harry Potter c'est nul, c'est un film sur de la magie. Oh là là, mais si vous vous rendiez compte à quel point c'est nul, oh là 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 là. Waouh, mais il faut sauver Soda Ryan, c'est nul. Vous voulez savoir pourquoi? Parce que c'est de la guerre. On savait pas que c'était un film de guerre, nous. Oh mon dieu, mais si on avait su. Et le dernier Batman, c'était nul parce que c'est du film de super-héros. Oh mon dieu, mais qu'est-ce que c'est nul les films de super-héros. Franchement, c'est nul parce que c'est des films de super-héros. Est-ce que vous vous rendez compte de la chose? Non mais dans quel monde on vit? C'est scandaleux. Bon, ça va, tu dois pas tous nous les faire non plus. Et cette merde là, de bon, de la brute et le truand, vous voulez savoir pourquoi c'est nul aussi? Eh ben c'est parce que c'est du western. Qu'est-ce que c'est nul? Vous voyez toutes les critiques que je viens de vous faire? Eh ben c'est l'équivalent de ce que vous dites sur Joker 2 par rapport au fait que ce soit une critique musicale. Déjà, on nous l'a annoncé depuis le début que ça allait être une comédie musicale. Donc les gars, s'il vous plaît, si vous êtes choqués de ce genre de choses, vous aviez qu'à apprendre plus tôt. Ça fait des années qu'on est au courant, ça fait des années qu'on attendait ça. Donc au bout d'un moment, ne venez pas me faire les choquer à coup de c'est nul parce que c'est une comédie musicale. Parce que reprocher à un film d'avoir un genre en particulier, c'est un peu l'équivalent de reprocher à une personne ce qu'il est, son apparence. Ensuite, la deuxième critique récurrente qui est un petit peu légitime mais pas trop non plus, c'est que on a reproché à Harley Quinn d'être une personnage différente des comics et qu'ils ont fait tout différent des comics. Bah désolé les gars, ça aussi c'est une critique qui n'est pas recevable. Je sais que je cite souvent l'exemple de Shining, mais au bout d'un moment les gars, faut aussi se dire un truc. Quand tu adaptes un livre, un comics, un jeu vidéo, une bande dessinée, etc., etc., dis-toi que tu seras obligé d'enlever des détails ou d'en rajouter pour que cela puisse correspondre au format cinéma.
Pourquoi ? Parce qu'il y a des trucs qui passent dans un format mais qui ne passent pas dans un autre. C'est comme ça. Mais des fois, on fait aussi des modifications pour peut-être y apporter un sous-texte beaucoup plus intéressant, beaucoup plus global, beaucoup plus ouvert. Pas comme ce que font les remakes Disney par exemple. Parce que si c'est pour faire exactement tout pareil que dans le comics, bah pourquoi se faire chier? Autant aller lire le comics directement, pourquoi est-ce qu'on irait voir ça à l'écran? Je veux dire, ça n'a pas de sens. Alors bien sûr, je dis ça alors que Watchmen entre parfaitement dans cette catégorie, alors que c'est l'un de mes films préférés, ça je vous l'accorde parfaitement. Mais au moins Watchmen, lui, il apporte un style, quelque chose de plus distinctif, quelque chose qui fait que c'est un film de Zack Snyder et qui fait que, en adaptation ciné, ça apporte une expérience en plus, juste, c'est tout. Donc non, critiquer son film sur le fait qu'il soit différent de l'adaptation originale, ce n'est absolument pas un critère, parce que c'est le principe du cinéma, prendre des trucs qui marchaient dans un livre ou quoi, et de le changer pour qu'il puisse correspondre au format film. Ça, tu vois, c'est quelque chose que j'accepte. Surtout que le Joker manipulateur et égocentrique ne correspond pas du tout à celui de Joaquin Phoenix, donc qui correspond à celui d'Harley Quinn. Ça aurait été assez différent du film original. Mais bon, ça, on va y venir plus tard dans la préséance. Ensuite, il y a des gens qui critiquent le film comme quoi il ne propose rien d'intéressant et n'est qu'une suite au premier film. Alors, sur un point, je serais d'accord, mais sur l'autre, non. Bien sûr que ce film propose quelque chose, justement. Déjà, là aussi, on y reviendra dans la préséance, mais cinématographiquement parlant, putain, vous osez vraiment me dire que ce film est le pire film de tous les temps? Vous vous foutez de ma gueule ou quoi? Regardez-moi à quel point c'est bien réalisé, c'est bien mis en scène. Même en cohérence, ils sont super forts. Et ça aussi, on y reviendra justement. Et puis d'ailleurs, pour celles et ceux qui critiquent le film sur prétexte que c'est une comédie musicale, faut admettre que les passages musicaux, ils sont hyper beaux, ils sont hyper bien faits. Alors certes, c'est pas le plus ouf non plus, et peut-être que dans certaines comédies musicales c'est mieux. Je regarde pas de comédie musicale les gars, sachez-le. Mais en tout cas, on est forcé de constater que les passages en chanson sont extrêmement bien faits et surtout sont beaux pour la plupart. Pour la plupart même, ils sont très bien mis en scène, je kiffe. Donc, rien que pour tous ces critères-là, vous ne pouvez pas dire que ce film est moins bon que Madame Web, que tous les films de super-héros qui sont sortis jusqu'à maintenant, ou voire même que le plus nul des films qui est sorti jusqu'à maintenant, voire même pire que The Flash. Ouais, les gars, ils mettent ça en dessous de The Flash, je préfère préciser. Et vous allez me dire ce que j'ai pensé du film, puisque là maintenant on y vient, parce que là c'est bon, je suis à court de critiques complètement connes et inutiles. Sachez que je suis extrêmement mitigé. Et quand je dis extrêmement, c'est extrêmement. Et je saurais exactement vous expliquer comment. Parce que autant quand j'ai quitté la salle de cinéma, bon, déjà faut savoir. Quand je quitte une salle de cinéma après avoir vu un film, je rentre à pied. Bon, vous allez me dire comme tout le monde. Mais quand je rentre, je prends le temps de réfléchir à ce que je vais dire dans mon après-séance. Par exemple, je marche, je me dis exactement qu'est-ce que je vais dire. Ok, il y a ça à dire, il y a ci à dire. Ok, je vais dire ça, il y a telle séquence que je vais entrecouper, il y a telle blague à faire sur tel moment. Bref, voilà, je sais exactement quoi dire, je sais quoi construire sur ma prochaine après-séance. C'est toujours comme ça que ça se passe, mes constructions d'après-séance. Mes après-séances, je les construis toujours comme ça. C'est-à-dire, je sors de ma salle de cinéma, je pense à ce que je vais dire dans mon après-séance, et ensuite je vous le dis. Et pour Joker 2, c'était exactement la même chose. Lors de mon trajet en rentrant de ma salle de cinéma, j'ai pensé à ce film et surtout à la fin. J'ai pensé à ce film en disant que j'étais plutôt globalement déçu. Et plus j'y repensais sur le trajet, plus je me suis rendu compte d'à quel point ce film avait énormément de qualité. Des qualités tellement énormes que franchement, ça me fout le seum que des gens soient passés à la trappe de ces qualités-là. Donc au fil du trajet, je me suis dit, allez c'est bon, c'est officiel. Je me dis, ce film, ça va être un chef-d'œuvre. Je vais peut-être même top 3, voire même top 2 des films de l'année carrément, pour dire à quel point ce film a de grande qualité. Mais malheureusement, j'ai commencé à me reposer et je me suis dit... En fait, je vais peut-être un peu trop loin parce que il y a aussi ce détail qui tue le film. Donc non, je peux pas le mettre en top 1, voire même top 5, carrément, c'est pas possible. Et c'est en voyant enfin les critiques spécialisées que je me suis rendu compte que... Ah ouais, d'accord, en fait, c'est aussi mauvais que ça. Mais je trouve que certains crachent beaucoup trop facilement en ignorant ses qualités. Bon, déjà, premièrement, j'en ai parlé brièvement, mais en termes de réalisation et de mise en scène... je sais que ça a l'air cliché dit comme ça, mais c'est du cinéma old school. Le cinéma que j'aime, c'est ça le cinéma que j'adore les gars. Je me souviens plus, j'avais dit quoi dans une de mes dernières vidéos, mais j'avais dit une phrase comme celle-ci. Je préfère largement avoir un réalisateur moyen avec une réalisation moyenne sur un scénario excellent, plutôt que d'avoir un réalisateur excellent avec une magnifique réalisation qui paillettise de partout, plutôt que d'avoir un scénario mauvais, ce qui tient pas la route quoi. Et Joker 2 entre dans la première catégorie. À savoir que ce film a une réalisation moyenne mais très bien soignée pour un scénario, pas excellent, mais un bon scénario. Je veux dire, une réalisation moyenne sur un bon scénario, dites-vous que ça prendra toujours le dessus sur une excellente réalisation sur un scénario moyen.
Vers la fin du film, il y a un très beau plan séquence, magnifique plan séquence qui nous maintient en haleine, qui nous maintient en action, qui est vraiment impressionnant. Le plan séquence, c'est un plan tellement fascinant dans le cinéma que c'est littéralement le plan le plus dur à faire dans un tournage. Même niveau cadrage, c'est magnifique et c'est très bien orchestré. Je veux dire, t'as une scène par exemple où t'as Joker qui vient pour interviewer, l'autre gars, j'ai oublié son nom, Garrett, je crois il s'appelle, c'est ça, qui décide de venir lui parler, etc., etc. Et plus la discussion avance, plus vous verrez que le plan se resserre un peu plus sur nos personnages, qui renforce un peu plus l'intimité qu'il y a entre les deux pour pouvoir montrer que les deux se confrontent et qui confrontent leur point de vue entre les deux. Les isolant presque du reste du monde et des spectateurs pour montrer que cette histoire elle est entre eux, même si ça se passe dans un tribunal. Et bref, c'est très bien mis en scène et ça montre à quel point les gars ils sont méticuleux dans les détails qu'ils veulent nous montrer. Les plans en musique, j'en ai déjà parlé, mais il y a des plans sur des belles lumières. Ensuite, il y a même une sorte de mise en scène qui tourne autour des passages en télévision que je trouve un peu inutile, mais voilà. Il y a même un plan qui était dans la bande-annonce, mais où on voit par exemple Harley qui peint un sourire sur une vitre dans lequel on voit le Joker écaler sa bouche sur le dessin qu'a fait Harley sur la vitre pour pouvoir montrer qu'il sourit. Ça, tu vois, c'est une bonne idée de mise en scène. Et ça, je trouve que dans le cinéma, ça me manque beaucoup. Avoir une réalisation tellement méticuleuse que grâce à ses plans, il peut raconter sa propre histoire. Ça, c'est le genre de choses qui me manque au cinéma et qui, je trouve, se perd tellement de plus en plus que ça m'attriste de me dire que c'est ce genre de film qui flotte plus qu'un Deadpool versus Wolverine qui, en termes de réalisation, n'a rien d'intéressant à raconter. Même si sur son papier aussi, il n'avait rien d'intéressant à raconter. Mais ça, ce sera sûrement l'objet de la prochaine appréciation. Il y a même un passage aussi, par exemple, où ils sont en train de s'évader en escaladant une cage et où on les voit tous les deux chanter. Ça aussi, tu vois, c'est un plan hyper intéressant. Même si je trouve ça dommage que ça n'a pas été assez exploité, qu'ils sont pas assez exploité surtout ce côté un peu musical. Mais bon, ça voilà, c'est un gros point, on va y venir. Donc bref, rien que sur le point de vue réalisation, comment est-ce que vous pouvez dire que ce film est l'un des pires films de tous les temps? J'attends une réponse dans les commentaires. Bon, ensuite, niveau personnage, là aussi, c'est du plutôt bon boulot. On retrouve le Joker que l'on avait retrouvé, même si j'ai un petit hic à vous faire. Et là, je sais pas si c'est spoilé en vous disant ça, mais je crois que cette partie-là, on va la garder pour la partie spoiler parce que c'est un trop gros morceau pour pouvoir vous le gâcher. Même si je sais que ça gâchera votre expérience du film, mais voilà. Par contre, en ce qui concerne la nouvelle Harley Quinn jouée par Lady Gaga, c'est peut-être mon Harley Quinn préféré. Et ce, pour deux raisons. La première, c'est sur le point de vue adaptation. Tout à l'heure, je vous avais dit que le Joker, c'était pas le Joker un peu manipulateur et égocentrique. Là, le Joker qu'on nous a présenté dans le premier opus, c'était un petit peu Joker victime de la société, dû à ses problèmes psychologiques, qui avait besoin de se rebeller contre le reste du monde. Bref, qui se sentait un petit peu détruit et qui avait besoin de se rebeller contre une société qui l'oppressait quasiment et qui était entièrement contre lui. Donc quand je me suis dit qu'ils allaient mettre Harley Quinn dans ce nouveau film, je me suis dit... les gars, là il y a un petit problème. Normalement dans les comics, Harley Quinn c'est une femme manipulée par le Joker. C'est une femme presque esclave. Or, je ne vois pas ce Joker là en tant qu'esclave de femmes voulant les assouvir pour pouvoir régner sur le monde et sur le reste de Gotham en tant que grand gangster. Déjà, je ne vois même pas ce Joker là en tant que gangster. Est-ce que vous imaginez? Parce que ouais les gars, vous vous plaignez qu'on ait changé le personnage d'Harley Quinn, mais à la base dans les comics et même dans les précédents films de Batman qui ont été faits jusqu'à maintenant, et Joker aussi était un gangster, que ce soit dans Suicide Squad, dans The Dark Knight, et encore je laisse aussi le bénéfice du doute pour la trilogie Batman de Tim Burton, ainsi que celle des années 60. Donc non les gars, je suis désolé de vous dire ça, mais faire un changement pour le personnage d'Harley Quinn, c'est ce qui devait arriver, et c'est ce qui est arrivé justement. Et franchement, je suis hyper content du changement scénaristique qu'ils ont décidé de faire par la suite, à savoir, inverser les rôles carrément. Là où Harley Quinn, c'était la femme manipulée par le Joker, et là on inverse carrément les rôles. Maintenant c'est Harley Quinn qui prend le pouvoir et l'ascendant psychologique sur Joker pour pouvoir le malmener en bateau, voire même carrément le trahir sous prétexte que c'est un visage révolutionnaire contre le système. Voilà ce que représente cette Harley Quinn. Une personne obsédée par une figure autoritaire, enfin pas autoritaire mais une figure presque révolutionnaire contre le système qui l'obsède, voire même carrément la fascine. Et c'est pour ça qu'elle a envie de rencontrer le Joker et surtout de s'entendre avec lui et surtout même de carrément le chanter. Enfin j'arrive pas à parler les gars, c'est terrible. Donc franchement sur ce point là, je peux que donner un pouce bleu. Ils ont réussi à adapter une nouvelle Harley Quinn très intéressante et qui ont réussi à la faire correspondre à cette version là du Joker. Et rien que pour ça, je les applaudis. Bravo les mecs. Quant aux autres personnages, on a une avocate. Alors oui, c'est une avocate, parce que oui, c'est pas qu'une comédie musicale, c'est aussi un film juridique pour ceux qui ne le savent pas. Voilà, en cas où je préfère préciser. L'avocate, c'est une personnage hyper intéressante et puis surtout l'actrice.
elle joue super bien cette personne qui a envie de à tout prix aider ce pauvre personnage qui est Joker et surtout ce qu'il est devenu, vouloir à tout prix lui faire éviter les pires catastrophes qu'il pourrait engendrer. Bref, c'est vraiment une personne qui est tellement bienveillante, on dirait presque qu'elle a un air maternel auprès du Joker. Ça, tu vois, je trouve ça super intéressant. Juste dommage quand même que on finit par la voir partir au bout d'un moment dans le scénario pour des raisons que je ne spoilerai pas encore une fois et je sais même pas si je vais revenir dans la section spoiler. Par contre, faut aussi qu'on parle de Harvey Dent. Parce que ouais les gars, ils ont mis Harvey Dent. Et ce gars-là a à peine 2-3 lignes de dialogue. Et sinon, à part ça... Inexistant. Tu ne sers à rien. Tu ne sers à rien. Tu es là, sans être là. Et en ce qui concerne les anciens personnages, on en a fait revenir certains. Bon, ça fait plaisir de voir l'autre, le tout petit, je vais pas préciser les détails quoi. Ça fait plaisir de voir ce qu'il a devenu. Le gars, il a tellement été traumatisé par ce qu'il vient de vivre dans le film précédent, que le gars, il a confondu Arthur Fleck en monstre en lui disant qu'il était devenu, ce qui lui faisait le plus peur depuis le début, à savoir une brute. Et ça, tu vois... Ça aussi c'est hyper intéressant. Et vous pensez sincèrement qu'avec ça, ce film est le pire film du monde? Vous pensez réellement? Par contre, ouais, avoir fait revenir les anciens personnages tels que sa voisine dans l'eau, bon, je trouve pas ça non plus inintéressant. Mais bon, si c'est pour rien faire, autant rien faire les gars, tout simplement. Ou alors faites-en un flashback, je sais pas, mais voilà, faites-en quelque chose. Et on va passer à ce qui me gêne le plus. Le scénario. Le scénario est... c'est ce qui rend tout le film moyen en fait. Parce que le scénario pour moi est au minimum juste mauvais. Alors attention, je dis pas que c'est l'un des pires scénarios qu'on ait jamais eu. Mais très honnêtement, c'est clairement en dessous de son aîné. Et même pire que ça, c'est clairement pas à la hauteur. Déjà, ce film est en partie musical, certes. Mais il est aussi en partie extrêmement juridique. C'est-à-dire que 50% du film, voire même peut-être 70 à 80%, c'est... du tribunal, encore et encore et encore tout le long. Tout ça pourquoi, me direz-vous? Nous rappeler qu'il y a eu le film précédent et que en fait on assiste tout à la juridiction de tout ce qui a été fait dans le premier film. Voilà, en gros si vous voulez, pour traduire en plus court, c'est un récap de l'épisode précédent en fait, tout simplement. Et pour moi, c'est ça qui fait le plus gros défaut du film. C'est qu'il nous raconte absolument tout ce qu'on a déjà vu dans le film précédent. Mais à quoi ça sert de nous raconter ce qui s'est déjà passé dans le film précédent? L'intervention de Gareth, c'est ce qu'il y a de plus intéressant. Alors pourquoi est-ce que tu vas insister à nous parler du reste, de la suite? Parce que, oui, on sait déjà ce qui s'est passé. Faites un récap, ou faites juste un petit montage découpé pour ensuite passer à la suite, etc. Faites quelque chose. Le seul moment où le film bouge, c'est à la fin. Sinon, à part ça, le reste, bon, c'est du blabla. Il y a une relation qui s'installe entre Joker et Harley Quinn, qui est très intéressante, mais qui, je trouve, passe un peu trop à la trappe quand même. Et je trouve... va un petit peu trop vite, surtout pour un film qui dure 2h40, je rappelle. Que voilà, moi j'attendais que ça, qu'il se passe quelque chose à la fin, enfin je sais pas, moi qu'il se passe quelque chose, que ça nous ait servi à quelque chose, parce que j'ai eu l'impression pendant tout le long du film, d'avoir juste eu à faire au début du film, et que j'ai eu l'impression vraiment que ça démarrait que vers la fin. Mais sauf qu'au bout d'un moment, moi je me dis c'est peut-être un peu tard là, faudrait peut-être un peu... Donc ouais, sur ce point là, scénaristiquement parlant... Ah, c'est un ratage. Ah ouais, je vous jure, là, c'est un ratage. Aïe, 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 aïe. Ils ont raté ça tellement facilement alors qu'ils auraient pu raconter tellement plus. Oh là 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 là. Aussi, petit détail, bon, je vous spoil absolument rien sur le fait que ce film est une suite. Parce que oui, je rappelle que ce film est une suite, au cas où pour certains c'était pas clair. Mais si on se souvient tous bien de la fin, à la fin du film, le Joker finit en grand révolutionnaire. C'est-à-dire que le gars, il est au sommet d'une voiture, il a gagné, il règne sur Gotham. C'est la figure emblématique du grand révolutionnaire qui veut s'acharner contre le système. Ça... c'était la fin du Joker. Donc pourquoi et surtout à quel moment est-ce qu'il a fini derrière les barreaux dans un hôpital psychiatrique? Enfin c'est un hôpital psychiatrique ou c'est une prison? Parce que ça parle de Arkham, mais je crois que Arkham dans les comics c'est je crois un hôpital psychiatrique, je sais pas. Expliquez-nous les gars, expliquez-nous. Autant il y a des passages musicaux qui peuvent servir le film, comme par exemple la scène de l'évasion dont je vous ai parlé. Il y a aussi une scène au tribunal que j'ai trouvé plutôt cool. Mais il y a juste un petit problème et ça on en parle dans la partie musicale. Autant, bon, les OST originaux sont juste les OST du film précédent, globalement. On a toujours cette musique au violon qui vient rajouter une ambiance à ce film presque dépressif comme on avait dans le film précédent. Et ça, tu vois, c'est un bon point. Mais le point négatif de tout ça, c'est que c'est exactement les mêmes thèmes que le film précédent. Donc, rien d'original de ce côté-là. Les parties musicales, autant je trouve que certaines sont intéressantes, autant je trouve que d'autres... c'est long.
Autant je peux accepter le fait que ce soit une comédie musicale, que tu veuilles rajouter 2-3 musiques à ton film, pourquoi pas, il y a des Disney qui font ça très bien. Mais la raison pour laquelle je déteste la Reine des Neiges justement, c'est que il y a trop de musiques à ras-bord qui sont faites. Je veux dire, à côté il y a une musique où on voit l'histoire de la vie de Asa et Edna qui décident de grandir ensemble mais qui perdent leurs parents, etc., qui elle veut un bonhomme de neige, mais au bout d'un moment après ça chante le renouveau, le printemps, etc. Enfin, bref, c'est chiant. Et Joker 2, c'est pas ça. Mais c'est tout aussi chiant. Je veux dire, un coup il y a de la musique par-ci, un coup il y a de la musique par-là, c'est l'overdose. Il y a de la musique presque tout le temps dans ce film. Et au bout d'un moment, on n'en peut plus des musiques. Ça devient chiant. Donc bref, autant les passages musicaux ils sont sympas. Mais si c'est pour ajouter d'autres passages musicaux et encore d'autres passages musicaux, au bout d'un moment, moi je sature. Je veux plus ça. J'en ai marre. Du coup, c'est quoi la conclusion pour l'instant de cette partie sans spoiler? Et c'est que autant dit comme ça, il y a l'air d'avoir beaucoup de défauts. Mais si tu passes outre, il y a des qualités qui méritent quand même d'être citées. Déjà, une excellente réalisation, des personnages plutôt bien écrits, bien que trahis pour certains d'entre eux, dû au film précédent justement. Mais voilà, c'est aussi dû au fait que je suis extrêmement mitigé de ce film-là. Mais bon, juger ce film comme quoi c'est le pire film de tous les temps, je trouve ça non seulement abject et surtout un peu un manque de respect, notamment envers les personnes qui ont travaillé sur ce film sérieusement, et surtout les gens qui ont voulu faire cette suite, certes à contre-cœur, mais qui ont quand même fait des efforts, contrairement à un film comme Deadpool et Wolverine, où les gars n'ont fait absolument aucun effort. Et si avec ce que je vous ai dit, vous êtes quand même hypé d'aller voir le film quand même, je vous conseille amplement d'aller le voir, mais si vous avez quand même envie de vous rattacher au premier sans avoir à voir le deuxième, je vous comprendrai tout à fait, mais bon, n'allez quand même pas écouter les gens qui disent que ce film est le pire film de tous les temps, parce qu'il y a tellement de qualités envers ce film, notamment sur sa fin, dont on va y revenir, et qui est pas exemple de défaut certes, mais qui au moins vaut un minimum le coup, surtout pour ce que je vais dire en section spoiler, pour que vous puissiez revenir quoi. Parce que les gars, je veux pas vous spoiler cette fin sans que vous ayez pu voir le film. Donc honnêtement les gars, allez me voir ce film, au moins pour aller voir cette section spoiler. Je vous en supplie. S'il y a encore dans vos salles de cinéma, et je pense que ça m'étonnerait à l'heure où je tourne cette vidéo, mais allez le voir quand même si c'est sur vos plateformes de streaming via un VPN ou quoi, allez quand même me voir ce film. Ça vaut au moins le coup, juste pour la fin dont on va parler en section spoiler. Et donc pour les autres, on va passer en section spoiler. Donc du coup, à moins que vous vous en foutez, je vous aurais quand même prévenu. Du coup, 3, 2, 1, c'est parti. Ce qui pour moi tue le premier opus du Joker, de Joker quoi, c'est la schizophrénie de Joker justement. Comment est-ce que vous avez pu faire une facilité scénaristique aussi grosse? C'est pas possible. Alors après attention, je ne suis pas psychologue, mais je rapporte juste ce que je viens de voir dans le premier opus, parce que, bon voilà, la schizophrénie et tout ça, c'est pas le genre de choses que je connais, que je connais. Donc voilà, je peux pas vraiment être objectif quand je parle de psychologie, de schizophrénie ou quoi. Et si vous êtes vraiment des personnes spécialisées dans le domaine, on pourra en débattre en commentaire avec plaisir. Dans le premier opus du Joker, on peut remarquer une chose. Arthur Fleck, c'est un gars qui a des problèmes psychologiques certes, mais c'est un gars qui, ça se voit, il est dégoûté de sa situation, et presque dégoûté de sa société autour de lui, dégoûté que sa vie soit toujours aussi sale, dégoûté de vivre dans l'endroit dans lequel il vit. Bref, le gars, c'est un mec qui avait le seum et qui était dégoûté de tout ce qu'il voyait autour de lui. Et quand il voit qu'il y a des riches qui profitent de la situation des pauvres pour pouvoir les envenimer et surtout se faire plaisir, quitte à ce que cela puisse détruire moralement et mentalement des gens autour d'eux, Joker finit par péter les plombs et il commence même à naître. En fait, Joker, c'est une descente aux enfers vers la haine et le dégoûtage du système. Un mec qui en veut tellement au reste du monde de l'avoir humilié pour le reste de sa vie que le mec ne se remettra absolument jamais. C'est pour ça qu'il sombre dans la folie meurtrière au point d'aller jusqu'à tuer sa propre mère. C'est tout simplement parce que le mec pète les plombs au fil du film, surtout au fait qu'il a été adopté, je rappelle, dans le film précédent. C'était donc tout à fait logique qu'il tue Murray à la fin du film, parce que le gars, il était au sommet de sa folie meurtrière, et il était prêt à niquer le système, car ils ont mis le feu en ce moment-là. Les gars, j'en ai marre de citer Sniper, j'en peux plus. Donc, faire au final Joker un véritable schizophrène qui a deux personnalités dans sa tête, dont une qui s'est éveillée pour vouloir détruire le monde, ça, tu vois, ça a détruit tout ce que le Joker était dans le premier opus, comme je viens de vous le préciser. Parce que là, du coup, on a affaire à un Arthur qui se sent coupable à côté d'un Joker qui veut juste la folie meurtrière, uniquement parce qu'il veut de la folie meurtrière. Bravo les mecs, vous avez détruit ce qui faisait l'essence même du Joker de Todd Phillips. Bravo. Mais après, ça se rasera un petit peu avec la relation avec Harley Quinn notamment, qui, je trouve, est une excellente qualité pour ce film-là. Même si j'aurais des choses à dire, franchement, ça reste ultra qualitatif pour ce que c'est. J'aime bien le côté manipulateur de Harley Quinn, et j'ai même envie de dire
À chaque fois que je regarde le visage de Lady Gaga en Harley Quinn, j'ai l'impression que ce rôle est fait pour elle. J'ai même l'impression que Harley Quinn est fait pour être jouée par cette dernière. Tellement le visage de Lady Gaga a l'air d'avoir un côté envoûtant et très intéressant. Même si malheureusement c'est la seule chose que je retiens de l'actrice, hein, parce que bon, à part ça, bah je trouve pas qu'elle ait une si grosse performance que ça. Mais ça, je pense que je reprocherai plus à l'écriture qui ne laisse pas grand chose à son personnage et c'est vraiment dommage. Mais à part ça, je trouve que le physique de Lady Gaga en Harley Quinn, ça va tellement bien au personnage de Harley Quinn que franchement j'aimerais qu'elle revienne dans ce rôle, même si au vu de la fin qu'on a eu à la fin du film, ça m'étonnerait. Il faut aussi par contre que l'on revienne du fait qu'elle soit enceinte. Désolé les gars, je n'y crois absolument pas. Parce que vous savez, pour qu'une femme puisse finir enceinte, il faut qu'on passe par cette procédure-là. À savoir, enfoncer le pénis de papa pour l'enfoncer dans le machin de maman, si tu vois ce que je veux dire. Je sais que YouTube va me censurer par rapport à ce que je veux dire, mais j'essaie d'être précis. Disons que si papa a un orgasme à l'intérieur de maman, et que maman a ses règles lors de cet acte, les probabilités qu'elle finisse enceinte sont de au moins 100 à 90%. Si je suis expert en médecine. Alors certes, on va pas savoir exactement quel est le cycle des règles de Harley Quinn et si ce jour-là elle avait ses règles, mais une chose est sûre, si on regarde le film, Arthur lui n'a pas eu d'orgasme lors de l'acte. Donc du coup, ça m'étonnerait que Harley Quinn soit enceinte et donc pour moi, Harley Quinn a entièrement menti à Joker. À moins que bien sûr l'accouplement soit beaucoup plus complexe pour moi qui n'ai jamais pratiqué. Donc ouais, sur ce point là, on pourrait aussi en débattre pendant des heures et je préfère qu'on le fasse en commentaire. Si pour moi ce film a réussi une chose, c'est sa fin. À savoir, la mort de Joker. Et c'est peut-être aussi pour ça que ce film a été un énorme flop. Parce que les gens qui ont vu ce film ont été dégoûtés de voir leur symbole de haine et de haine envers leur société contre Joker. Les mecs, ils ont vu leur symbole de paix et surtout leur symbole de haine envers un système qui les oppressait chuter devant leurs propres yeux et c'est ce qui pour moi représente entièrement le flop de ce film. Les gens n'acceptent pas cette fin et ils n'acceptent pas que ça se termine ainsi. Parce que si l'on a suivi Joker tout au long de cette aventure et de toute cette histoire, c'était pour le voir gagner contre un système oppressif qui l'oppressait jusqu'au bout de sa vie, jusqu'à le détruire mentalement. Pourquoi est-ce que Joker chute comme ça tout à coup ? Déjà parce qu'il s'est fait violer, et quand on se fait violer, croyez pas qu'on se remet facilement, au contraire même, il est très difficile de se remettre d'un acte aussi terrible que celui-là. Donc suite à cet acte, il se retrouve entièrement détruit psychologiquement, au point de ne plus pouvoir se relever de quoi que ce soit. À ce moment-là, c'est comme si Joker était mort, et qu'il ne restait plus que Arthur Fleck qui souhaitait se résigner à son propre acte, n'ayant plus aucune raison de vouloir vivre. Parce que quand on veut s'élever trop haut, il y aura toujours des gens qui voudront tellement nous rabaisser qu'ils vont nous mettre encore plus bas que terre. De plus, est-ce que vous vous souvenez de la fameuse scène de l'escalier où on voit Joker et Harley Quinn enfin se réunir? Cet escalier, c'est exactement le même que dans le premier opus de Joker, qui symbolisait la montée jusqu'au paradis ou la descente jusqu'aux enfers. Joaquin Phoenix tentait de monter cet escalier au fur et à mesure pour pouvoir accéder petit à petit au paradis, mais au final, ne faisait que descendre en enfer après avoir accepté sa condition de Joker. Et apprendre que Harley Quinn monte quotidiennement au paradis pour pouvoir vivre comme il faut et qu'elle attend justement son futur mari, à savoir le Joker, se rendre compte qu'au final Joker est mort et qu'il ne reste donc plus que Arthur Fleck, Harley décide de repartir immédiatement au paradis sans lui, alors que lui, il devra redescendre les escaliers de l'enfer pour pouvoir se retrouver en enfer et y rester toute sa vie jusqu'à ainsi en mourir. Résultat des courses, Joker ne sait plus du tout qui il est, il ne sait plus du tout où est-ce qu'il va et il se sent responsable de toute la situation qu'il a fait envenimer autour de Gotham. Du coup, il souhaite mettre fin à sa vie, mettre fin à tout ça. Et au final, ce sera un prisonnier qui se sera senti trahi des actes commis par le Joker, qui décidera d'aller le tuer en lui faisant exactement la même blague qu'il a fait à Murray. En fait, ce qui a vraiment tué Joker, c'était ses propres convictions, mais c'était avant tout un peuple qu'il avait plus vu comme un révolutionnaire, alors que c'était juste une personne exactement comme les autres. Et le véritable crime du Joker, c'est juste d'avoir voulu se rebeller contre le système. J'ai l'impression que je prends un air un peu chronique fiction, vous ne trouvez pas? Et à tout ça, et ça je m'en suis rendu compte sur le chemin de mon retour en salle, c'est... Il est où Bruce Wayne? Oh putain, j'ai oublié! Parce que je rappelle que le film s'était terminé sur l'assassinat des parents de Bruce. Qu'est-ce qu'il devient Bruce Wayne?
Il devient quoi? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Est-ce qu'il va devenir Batman? Est-ce qu'il va y avoir une mission de vengeance? Est-ce qu'il va y avoir un truc? Je sais pas, expliquez-moi. S'il y avait bien un élément qu'il fallait mettre en évidence, c'était bien celui-là. Parce que je rappelle que Thomas Wayne, c'était... Bon... c'était le maire, voire même un des gouverneurs de Gotham. Donc apprendre sa mort, c'est ce qui était pour moi de plus important. Comment est-ce qu'on a pu zapper cet événement-là de l'intrigue? Qu'est-ce qui lui est arrivé, bordel? Un truc que je comprends pas. Si Todd Phillips voulait vraiment se débarrasser du Joker, faire en sorte à ce qu'il ne soit plus jamais exploité par la Warner ou par qui que ce soit, bah... Pourquoi est-ce que tu l'as pas rattaché à Matt Reeves? Je veux dire, lui, il aurait très bien pu faire quelque chose, notamment avec The Batman. Franchement, rattacher ce Batman-là à ce Joker-là, franchement, pour moi, il y avait matière à ce que ce soit plus intéressant. Même si ça aurait pas non plus été le même Gotham non plus, mais bon, ça, c'est un autre détail, tu vois, c'est autre chose. Et du coup, avec tout ça, quel est mon constat final au travers de ce film? Bah, comme je vous l'ai dit, voilà pourquoi je suis mitigé envers ce film. Parce que autant il y a du bon comme du excellent, tout comme il y a du mauvais, ça aurait pu être mieux. Et c'est ça qui fait que ce film est, disons-le, moyen et que j'en suis mitigé. Du coup, quelle va en être la note de ce film, me direz-vous? Eh bah, je pense qu'un 55%, c'est ce que je lui attribue de mieux. Ce film, c'est un film qui n'a pas tout réussi dans l'ensemble, mais franchement, il y a des films qui sont nettement moins réussis que ce dernier parce que ces films sont simplés. Et ce film, il arrive à se démarquer via une réalisation soignée qui fait presque cinématographique. Et ça fait quasiment old school. Et ça, tu vois, je valide. Même si le film n'est pas parfait, même s'il propose rien de spécial et surtout qu'il n'avait aucune utilité à ce qu'un second film puisse être mis en place, au moins, il a le mérite de nous proposer une suite, un minimum impeccable et au minimum soigné qui propose un minimum quelque chose d'intéressant. Et ça, tu vois, ça on pourra pas lui enlever. Alors oui, j'ai oublié de vous dire lors du tournage, mais je vous avais cité Transformers One comme quoi, je pourrais pas faire la préséance de suite. Et ça, c'est pour la simple et bonne raison que, j'ai pas envie de faire cette préséance de suite. Je vous l'expliquerai plus tard dans le temps sur ma chaîne YouTube, lorsque ça viendra. Mais une chose est sûre, je pourrais pas faire ma vidéo sur Transformers One de suite. Il me manque 3 vidéos à faire avant que ce jour-là vienne. Ne vous inquiétez pas, j'ai pas oublié ce film, c'est juste que il va tarder à arriver. En tout cas, voilà les gens, c'est tout pour cette vidéo qui fut extrêmement longue pour une préséance. N'hésitez pas à me dire comme d'habitude ce que vous avez pensé de tout ça. N'hésitez pas à liker, commenter, etc. N'hésitez pas comme d'habitude à me suivre sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche pour être au courant des prochaines nouveautés qui viennent. Et nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, c'était Ressatir. Tout quoi de